tout le monde, ici Juju, pas tout seul car aujourd'hui je suis avec la réalisatrice, créatrice du moyen métrage que vous pouvez voir, 3 actes donc, sur la chaîne, et donc Juliane. Et donc aujourd'hui nous avons vu F1, donc réalisé par Józef Kosinski, donc avec Brad Pitt dans le rôle principal et Damson Idris, parce que c'est plus ou moins un film de duo au final. Et du coup pourquoi Juliane? C'est une vraie question. Donc pourquoi es-tu allé voir F1? Quelle était ton attente, on va dire? Alors, pour être honnête, je comptais pas aller voir le film, mais je cherchais quelqu'un pour aller le voir avec, donc je me suis proposée parce que j'aime la Formule 1. Et je suis la F1 depuis un bon bout de temps maintenant, fervente supportrice de McLaren. Voilà, le film était pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais. Ouais, bah, ça tombe bien parce que moi j'y connais rien, donc ça va varier les points de vue on va dire sur le monde de la F1, mais de ce que j'ai compris, déjà Józef Kosinski c'est un réalisateur que j'aime bien. Il a beaucoup bossé avec Tom Cruise, il avait fait Oblivion qui était un film de SF qui était visuellement très très stylé, mais le scénario j'avais pas tout compris. Il avait fait Tron Legacy, la suite de Tron qui était pareil visuellement très très stylé, le scénario très très basique. Et Top Gun Maverick qui je pense est peut-être le plus grand blockbuster qu'on s'est tapé de cette décennie pour l'instant, c'est vraiment la claque que je me suis prise. Mais j'ai pas maté au cinéma, j'ai maté sur le tard parce que j'aime pas du tout le premier Top Gun que je trouve trop vieux jeu on va dire. Mais le Top Gun Maverick c'était une véritable claque. Et là si on doit parler de F1 du coup qui est ce nouveau film, c'est un peu comme Top Gun Maverick, c'est un film à sensation. C'est un film où on fait des vraies cascades, on pilote des vrais trucs. Sauf que là pour le coup je trouve que les films de course en général c'est un genre qu'on a déjà eu beaucoup plus souvent au cinéma. Et je dirais qu'on a quand même eu des gros classiques. Je pense à Rush de Ron Howard avec Chris Hemsworth, qui je pense c'est après il faudrait que j'en vois, ça fait longtemps que j'ai pas vu, mais je pense que c'est un peu le classique un peu des films récents de course, vraiment qui avait passé la barre très haute. Il y a eu Ford versus Ferrari aussi qui s'appelle le Mans 66 en français, parce que ça parle du Mans 66, qui était très très bien aussi, avec de James Mangold. Et il y avait l'année dernière il y avait le film Ferrari de Michael Mann qui était aussi un biopic sur Enzo Ferrari qui était beaucoup plus particulier, beaucoup plus psychologique. Et on avait celui-là j'ai pas vu, le film Gran Turismo qui était sorti l'année dernière, qui était plus ou moins une sorte de réadaptation d'imaginaire du jeu vidéo on va dire. Et là en vrai c'est la première fois j'ai envie de dire qu'on se tape un vrai film sur la F1 moderne actuelle, dans le présent, qui n'est pas basé sur un truc, qui n'est pas forcément basé sur une histoire vraie ou un biopic ou un machin, et qui vraiment intègre une histoire neuve, originale, dans un contexte qui est réaliste. Et c'est ça qu'on voit, c'est que dès qu'on est arrivé au cinéma, on s'est tapé que des pubs sur la F1. C'est vrai qu'on a eu que ça. La pub Rochasse avec le parfum là, ouais. Mon Dieu. Mais déjà les pubs ont duré plus de 20 minutes. Mais déjà pour la précision, on a vu le film en 4DX, donc parce que moi ne connaissant pas grand chose à la F1 et me disant on va voir ce que ça donne, mais il me faut un petit plus, tu vois, vas-y 4DX, comme ça on s'amuse. Et ça, les pubs, que des trucs de voiture, que des trucs avec des grandes stars du milieu, etc. Ça s'arrêtait pas. Et même en dehors de ça, ils ont fait un marketing de fou parce que bien sûr, c'est comme Top Gun qui était un film qui était pro-armée et qui faisait la promotion des aviateurs, de l'aviation, etc. Là, c'est pareil, c'est un film qui fait la promotion de la F1 et qui ramène toutes les stars de la F1 et qui, du coup, la promo, j'ai vu des promos de vêtements, de machin sur tous les réseaux sociaux possibles sur ce film. Ce qui veut dire que le coup marketing a marché. Après, on verra si le film marchera. Je pense qu'il va marcher, qu'il va faire du pognon. Vu comment, surtout qu'il y a beaucoup d'apparitions de vraies personnalités dans le film. Parce que de ce que j'ai compris, je crois qu'ils ont tourné le film durant 2 éditions de la F1, 2023-2024. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu les faire apparaître. Mais voilà. Et donc avec ce gros contexte placé, qu'as-tu pensé de F1? On en parlait juste à la sortie du cinéma, je sais pas trop comment me placer par rapport au film. Le film était bien, je peux pas dire que c'était un mauvais film, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont un peu gênée. C'est peut-être évident ce que je vais dire, mais déjà tout est trop facile. Je suis mitigée par rapport au film et je développerai plus tard. Ouais, on va spoiler dans pas trop longtemps parce que moi aussi j'ai pas non plus une tonne de choses à dire on va dire, mais c'est Top Gun Maverick version voiture genre. Sauf que voiture on en a déjà fait, donc je pense que c'est moins bien que Top Gun Maverick dans le sens où en fait on refait un film type années 80, 90 dans le scénario, c'est un peu ça, c'est le film où tu as, en fait on refait le même scénario, c'est que dans Top Gun Maverick t'avais le vieux Tom Cruise de 60 ans qui doit entraîner des jeunes de 20-30 ans dans le monde de l'aviation et on le considère comme vieux jeu, un peu old school, etc. Et t'as les jeunes qui le prennent un peu de haut, etc. Et faire la thématique de fin du film, c'était que les deux générations doivent former une équipe pour s'entraider, pour vaincre l'enjeu du film. Là, c'est exactement la même chose avec Brad Pitt cette fois. On dirait que Tom Cruise n'était pas dispo, parce qu'en vrai, Brad Pitt, il jouait un peu ce type de rôle-là. Surtout, c'est la même génération, soixantenaire, etc. Putain, 60 ans, Brad Pitt quand même. 61. Bien conservé. D'ailleurs, il mise à fond sur ça.
Bien conservé. Mais c'est exactement ça, c'est Brad Pitt. En plus, je trouve qu'il a un rôle très Clint Eastwood de Brad Pitt en cinéma. C'est vraiment le cow-boy solitaire, le mec qui fait tout comme il veut, qui parle peu, qui est beaucoup dans le regard, dans le charisme, qui dit rien à personne et qui joue ses cartes en plein sur le terrain entre guillemets. Et à côté, tu as le personnage de Damson Idris, qui est un acteur que je connaissais pas du tout avant ce film-là. Même s'il y a des gens depuis que je sais qui veulent le voir en Black Panther. Je sais pas. Après, le casting était plutôt réussi. Non, mais j'aurais juste aimé avoir une meilleure représentation féminine, disons ça. Parce que, voilà, le monde de la F1 et le féminisme, on se sait. Ouais. Et dans ce film-là, encore une fois, on n'a pas forcément rendu grâce à ça. Et je trouve. Ouais, ça, en vrai, comme je dis, c'est là qu'il y a aussi le côté film des années 80, c'est qu'on est dans une période qui prône beaucoup le féminisme, ce qui n'est pas un souci, surtout du féminisme très mal écrit, très forcé, très artificiel, où d'un coup les femmes sont par exemple super forts et les hommes sont nuls, ou des trucs là. Et là, dans ce film-là, on te fait un personnage de femme forte. C'est une femme forte, c'est pas juste l'amourette, etc. Elle a son développement, elle a son machin, mais ça reste quand même la love interest du vieux personnage héros des années 80-90, tu vois. C'est un spoiler, mais en vrai c'est l'évidence quand tu as le personnage. Donc on a ce côté-là qu'on avait aussi dans Top Gun Maverick, c'est un film des années 80 en 2025, quoi. Dans ce côté-là. Donc d'ailleurs, du coup, Damson Idris qui est très bien dans son rôle aussi, c'est comme dans Top Gun un peu, c'est le jeune qui est un petit peu arrogant, et d'ailleurs il y a une grosse critique sur les réseaux sociaux dans ce film-là aussi. Donc il fait le café aussi. Mais Brad Pitt, en vrai, je trouve que Brad Pitt, il fait du Brad Pitt, on va dire. C'est que Brad Pitt, il fait du Brad Pitt, c'est qu'il parle pas trop, il joue sur son charisme, et ils ont mis sur l'imagerie Brad Pitt, quoi. Donc c'est plus non plus l'acteur qu'il était il y a 20 ans quand il tentait des rôles très très osés, etc. Là, il joue un peu le même profil de rôle qu'il jouait dans ses précédents films, c'est-à-dire le rôle du mec un peu de la star un peu déchu qui doit se revaloriser. C'était ce qu'on avait dans Babylone, c'était ce qu'on avait dans Once Upon a Time in Hollywood. Donc c'est un registre qu'il connaît assez bien. Après, on peut lui dire félicitations parce que oui, on voit rien que dans la mise en scène que le film utilise des vrais effets, on va dire. On voit qu'il pilote vraiment les Formule 1, quoi. J'étais dedans, hein. Si on enlève tous les trucs que j'ai pas forcément accroché avec, genre le film était bien, même en termes, les plans sur les pilotes, etc. C'était vraiment pas mal, et même il y a des moments, c'est comme quand je regarde mon Grand Prix, genre j'étais à fond dedans, j'avais les sursauts et tout, c'était vraiment très bien fait. Donc, l'esprit Grand Prix était là en tout cas, et c'était vraiment agréable à regarder et même à vivre et à sentir aussi, parce que la 4DX c'était la première fois. Et franchement, je suis pas trop traumatisée, ça va. Au départ j'ai eu peur, mais après ça allait, c'était cool et vraiment très sympa. Ouais, ça va, parce que moi c'est la deuxième fois que je vois un film en 4DX, j'avais vu de Creator en 4DX, mais de Creator ça me faisait des jumpscares tout le temps, parce qu'en fait à un moment donné, comme il tire des balles à feu, des balles durant tout le film, ça te fait des jumpscares parce qu'après il te fout des jets d'air un peu partout. Là dans ce film là, toutes les séquences de 4DX, on va dire, c'est des séquences qui se répètent, et au fur et à mesure on est habitué et on sait à quoi s'attendre, quoi. C'est une course, donc on va se taper surtout du courant d'air et les fauteuils qui bougent essentiellement. Il y a 2-3 petits ajouts, c'est quelquefois quand il pleut par exemple, mais essentiellement un 4DX. En vrai, je trouve que ça accompagne. J'avais peur que ça me sorte du truc, entre guillemets. En vrai, je trouve que ça accompagnait bien. J'oubliais, entre guillemets, que j'étais en 4DX. Je trouve que l'immersion fonctionnait plutôt bien au final, je dirais, dans ce truc-là. Et le film fait 2h35 aussi. Ça aussi, c'était une crainte que j'avais, c'est que le film est plutôt long. Et est-ce que toi, t'as senti le temps passer, on va dire ? À la fin, j'ai trouvé ça un peu long. Le dernier Grand Prix était vraiment très long, et c'était vraiment dans. Peut-être pas too much, parce que too much ce serait trop gros pour décrire ce que j'ai ressenti, mais c'était longuet, quoi. Ouais. Genre, c'est vrai on savait qu'il... Oh. Voilà, vous l'avez. Oh non. Alors. Tu peux couper ? Oui, t'inquiète. Ok. On va le dire tout de suite. Le film est prévisible, ce qui dit film années 80 un peu héroïque, patriotique, là c'est surtout pro-marque, parce que comme c'est un film qui fait la promo de la F1, qui a certainement été financé par F1 avec des stars de la F1 tournés pendant les éditions de F1, du coup, et les grands prix de F1, du coup il y a des placements de produits partout. Là, si vous voulez un film sur la F1, c'est ce film-là. En fait c'est un film qui est très commercial, dans ce sens-là, c'est qu'il y a des placements de produits partout. Il y a aussi une grande bande son avec des chanteurs connus. Il y a Ed Sheeran dans le générique de fin, il y avait Ted McRae, je crois que ça s'appelle, à un moment donné, et puis les autres voix, je suis pas assez bon pour capter, mais il y a du hip-hop, il y a du rap, etc. Donc c'est vraiment la bande-son américaine de film commercial qu'on a assez souvent. D'ailleurs, c'est Hans Zimmer qui fait la musique du film, Hans Zimmer, grand compositeur, etc., qui avait fait la composition d'ailleurs de l'autre film de course, Rush, d'ailleurs, où là il avait fait une BO très marquante, assez cool. Là, la BO
habille bien le film, mais je la trouve pas non plus mémorable. On trouve des sonorités qui ressemblent à ce qu'on avait dans Rush, des sonorités qui font très techniques et très épiques, mais ça habille bien, pour le coup ça accompagne bien le film. En tant que personne très addicte à TikTok, j'avais vraiment tête macrée du coup sur TikTok depuis un bon moment, et je me suis dit, enfin tout le monde attendait un truc de ouf, genre sur la scène de la musique, etc. Et ça n'était pas, du coup j'étais un peu déçue, mais sinon non, la BO était sympa, c'était assez bien joué sur ce point-là. Et comme tu as dit, la réalisation, je pense que après je me rappelle plus trop des techniques de réalisation des présents films de course qu'on a eu, mais Kosinski utilise un peu les mêmes techniques qu'il avait utilisées dans Top Gun Maverick, c'est-à-dire braquer des caméras en face des pilotes, on va dire, et en braquer aussi sur les côtés, et parfois les caméras peuvent pivoter à l'arrière pour voir ce qui se passe derrière la voiture par exemple. Donc tu as beaucoup de points de vue comme ça, et je pense que la différence qu'on a par rapport à d'autres films de course qu'on a eu dans le temps, c'est qu'on est quasiment, cet effet de mise en scène est quasiment mise que sur nos personnages à nous, quoi. C'est qu'on n'a jamais de plan de Lewis Hamilton ou de Verstappen avec des caméras braquées sur leur visage pour les filmer, tu vois. Donc en fait l'ennemi entre guillemets dans le film est invisible, dans le sens on voit jamais leur visage, on voit jamais le cockpit entre guillemets. C'est vraiment, on est vraiment. Younes. Putain. Qu'est-ce qu'il fout là ? Putain, la coïncidence de fou, mec. Ça tourne là ? Ouais, ça te... Comment ça va ? salut. Comment ça va, Eugène ? Ah, ça va mon vieux. Ça va mon vieux. Ça va, toi ? Là, on a maté un film de Formule 1. J'avais fait un message sur Insta, elle a répondu ouais, j'aime bien la Formule 1. Rapidement. Ouais, c'est ça. Voilà. Qu'on vient d'en ressortir. Ouais, c'était bien ? Ouais, c'était bien. Ouais, du coup, je parlais des procédés où il fait tourner la caméra en les braquant dans les voitures. T'as les caméras qui sont braquées à l'arrière des voitures, à l'avant des voitures, sur les côtés, etc. Même parfois à l'intérieur, on voit les visages de très près des acteurs. Et c'est juste sur les personnages principaux. On l'a vu un peu sur Verstappen un petit peu. Un petit peu, ouais. Je crois que c'était surtout des. Sur Verstappen, juste les plans sur l'avant de la voiture, genre. Comme ça, où genre. Ah oui, non, c'est vrai. Où genre il est au centre, il coupe le plan en deux et t'as les deux protagonistes entre eux qui sont dans les côtés du plan. Et la traduction du sous-titre, le c'était vis large, j'étais là, oh non. Oh, la traduction du sous-titre. Mais même genre, parenthèse en tant que linguiste, genre, swan ça veut dire cygne en anglais et ils l'ont traduit par pan, genre. Ils ont mis pan, ouais. Pan c'est peacock, je crois. Exactement, ouais, bravo. Donc, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Après, c'est peut-être les délires d'expression français ou c'est peut-être un truc. C'est vrai, pavaner comme un pan, on dit ça en français. Ouais, c'est des trucs comme ça, puisqu'on n'a pas les mêmes expressions avec que les Américains, donc c'est ce délire-là, à mon avis. C'est vrai. En vrai, c'est intéressant. Après, je trouve ça moins impressionnant que Top Gun Maverick, parce que du coup, tu es dans une mise en scène très très stable où tu t'es centré. Et où on sent qu'ils sont vraiment dans les véhicules, on voit que tout se déroule derrière eux, etc. Il y a le côté immersion, et je trouve que l'Académie aide bien à nous immerger, parce qu'il y a un vrai travail sur le son, un vrai travail sur la musique d'Hans Zimmer qui est assez épique et qui accompagne bien tout cela. Après, c'est vrai qu'une fois que tu quittes, je trouve, la mise en scène très stable des caméras braquées, après c'est des plans assez classiques on filme les voitures au loin ou un peu sur le fil, que je trouve moins intéressant. Après, je trouve quand même que la mise en scène est assez neuve et assez intéressante pour ce type de film-là. Et assez lisible. Personnellement, j'ai quand même compris ce qui se passait. Après, tout était lisible, je dirais. Oui. On suit une écurie qui s'appelle Apex. Je suppose que c'est une écurie fictive. Ouais, elle n'existe pas. Ouais. Et que toutes les autres existent, du coup. Oui. Donc c'est. Ouais, c'est marrant, parce qu'en gros, le délire du film, c'est qu'ils inventent une écurie avec fictif, avec des personnages fictifs, etc. Et on te les incruste face à toutes les écuries réelles, en fait. Ouais, c'était vraiment. C'est vraiment très stylé. Enfin, avec les vrais coureurs et point tout. de vue là, c'était vraiment très cool. Surtout que comme ils ont shooté ça pendant les éditions, etc. Du coup, parfois ils se confrontent avec les vrais pilotes, etc. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'en vrai, ça a créé un côté très immersif, surtout pour les fans. Il y avait toi, il y avait d'autres personnes à côté de moi qui en parlaient et tout, qui étaient fans un peu de la course, etc. Et j'imagine que c'est une immersion qui doit bien marcher de voir des acteurs connus, fictifs, jouer une écurie fictive, qui rencontrent des vraies personnalités, qui font la course avec les vraies personnalités. Après, je pense que toutes les séquences de course aussi, je pense que aussi on ne montre pas les vraies personnes parce que ça a été tourné en dehors de l'édition. Je pense que ça a été tourné durant le tournage du film. C'est que les Verstappen et Hamilton, c'est pas vraiment eux, quoi. C'est pour ça qu'on les montre pas de face non plus. Si, c'était les vrais pilotes dans les scènes. Ah ouais C'était vraiment qu'on tournait dans le film. Je sais qu'ils ont été crédités parce qu'on les voit dans les temps d'écran. Oui. Mais je suis quasiment certaine que oui. Ouais.
Après, je sais pas si toutes les scènes de course, ils les ont carrément appelés eux pour faire toutes les courses. Il me semble que c'est Charles Leclerc qui a dit ça, qui a dit que toutes les scènes de course ont été tournées après les courses. Donc après les courses officielles, ils ont tourné pour le film du coup. Ouais. Ils auraient fait ça, surtout que on te montre, il y a des séquences qui sont beaucoup plus rapides que d'autres, on te montre quasiment tout le Grand Prix, genre tous les Grands Prix de tous les pays qui doivent en avoir un, genre. Donc, parce que surtout que c'est un film qui profite pas de. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est un film qui est au final très, très focus sur ses personnages et qui profite pas de l'univers de la F1 qu'on connaît. Genre, c'est qu'on les montre pas tant que ça, les Hamilton, etc. C'est que quand il y a les séquences de course, on voit pas leur visage, tu vois. On est juste focus sur Brad Pitt et. C'était vraiment très marrant le moment où JP il fait son interview, tu sais, pas de spoil. Il fait son interview et qu'on voit juste Alonso qui arrive et qui lui tape l'épaule. Et juste il fait ça, genre. Et ça, je sais pas si c'est un bon parti pris ou pas de pas avoir montré les pilotes, parce que d'un côté ils les ont pas montrés, donc les gens viennent. S'ils avaient montré que les pilotes, ça va peut-être détourner un peu le but du film. Je trouve ça intéressant parce que dans Top Gun Maverick, ils ont fait pareil, c'est que les aviateurs méchants montraient pas leur visage, ils étaient un peu anonymes. Et là, ils ont créé un côté anonyme, mais sur des personnalités connues et réelles en tout cas. Donc je trouve qu'il y a un côté, je trouve qu'il y a une espèce de cassage de quatrième mur où on suit des personnages fictifs, mais face à des inconnus pour nous dans le film, alors que nous dans la réalité on sait qui ils sont. Donc, en vrai, je trouve que ça crée une cassure, une espèce de nouvelle perception de la chose où cette fois c'est la première fois qu'on n'est pas à la télé en train de les soutenir, c'est qu'on est dans la course avec eux. Et des points de vue de nos héros, on voit juste des voitures qui roulent, des Formule 1 qui roulent, quoi. Donc je pense qu'il y a un côté, intéressant dans le fait qu'ils ne montrent pas les pilotes nécessairement et qu'on soit surtout focus sur le sujet qui sont ces deux personnages-là. Après, comme je pourrais le dire, c'est que ce film est peut-être un poil trop démotechnique, peut-être, dans le sens où, comme on l'a dit, le scénario est très très simple et que donc c'est vraiment un film qui est surtout mise sur la démotechnique, sur le fait qu'on a créé des nouvelles caméras, qu'on a créé de nouveaux types de plans, etc. pour faire un film spectaculaire, quoi. Un peu ce côté par une attraction dans un sens. Donc, parce que oui, l'histoire, tu l'as pas trouvé folichonne, je dirais. C'était très très cliché. Il y avait le jeune qui est là, brut, il est sûr de lui, il est un peu hautain. Et puis on a le mec âgé qui arrive et qui est là en mode moi je sais, toi je ne sais pas. Et leur dynamique était bonne, c'était agréable à voir, mais peut-être qu'on aurait aimé voir autre chose sur ce film-là, je sais pas. C'est vrai que c'est le type de chose qui est un peu. Top Gun Maverick l'avait déjà un peu fait, mais c'est le type de chose qui est assez vu et revu dans un sens. Après, c'est aussi un truc qui peut plaire ou non, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où on aime bien faire des suites à des anciens films, entre guillemets, où tu as des vieux acteurs qui reviennent. Et souvent, les vieux acteurs sont rabaissés par la nouvelle génération. Et Top Gun Maverick avait fait en fait, Top Gun Maverick, c'était un film pro Tom Cruise. Et on te montrait que les jeunes vont peut-être le dépasser. Au final, non, Tom Cruise arrive à maintenir son statut de mec iconique. Mais on rabaisse pas les jeunes quand même, on montre que c'est un travail d'équipe. Et ce film-là, c'est un peu le même délire avec Brad Pitt. C'est que Brad Pitt, on l'iconise de fou. Parfois, on le rabaisse aussi de fou parce que c'est le vieux, on le sous-estime, etc. Mais à la fin du jeu, entre guillemets, même s'il y a peut-être un peu plus d'avantages pour Brad Pitt parce qu'il est plus connu et que l'autre acteur va évoluer, va avoir une carrière peut-être plus intéressante par la suite, on essaie de créer un pied d'égalité entre les deux générations et montrer que c'est une histoire d'équipe et de communion entre les deux, quoi. Et pas juste, c'est 2025, que les vieux c'est boomer, tu vois. Et donc on va montrer que les jeunes sont mieux. C'était un peu ce qu'on avait dans le dernier Indiana Jones, où Indiana Jones c'était un peu un boomer. Donc je trouve qu'encore une fois c'est la structure de Top Gun Maverick, ce qui fait que le film, je trouve que c'est plus une démo technique parce que le scénario en lui-même c'est un peu Top Gun Maverick en fait. C'est pas un film très original, quoi. Et comme justement on a parlé de tous les pilotes, mais c'est vrai que j'ai vu des gens qui décrivaient ça un peu comme le Avengers Endgame de la F1. Ça a été très généreux pour toi ou Non. Non, quand même pas. Après, il y a des moments qu'on a bien aimé voir. J'ai bien aimé revoir Lando sur le podium, c'était la Hongrie, je crois. Un plan qui m'a bien fait rigoler parce que, encore une fois, fan de McLaren, petit moment McLaren, on a deux pilotes, Lando Norris et Oscar Piastri, qui ont deux dynamiques très différentes. On a vraiment l'extraverti et l'introverti. Et dans le film, tu vois le plan à la fin où ils sont en ligne pour l'hymne avant le départ à Abu Dhabi, c'est ça. Et on a vraiment, l'hymne se finit, Oscar se casse, il s'en moque, genre. Et on a Lando qui reste et qui est tout content, genre. Ouais. Et ça, c'est un plan qui m'a fait du bien en tant que fan de F1 et fan de McLaren. J'étais contente de voir mes pilotes. Je crois que la seule fois qu'il montre Hamilton, c'est pour teaser qu'il y aura une rivalité avec JP, je crois. Ah oui. C'est la seule fois qu'on voit vraiment de face le présent. J'ai entendu des gens rigoler dans la salle quand il a remis ses dreads et qu'il était en train de dézipper son truc. J'étais là, mais c'est quoi ce plan de con? Je vais me faire bannir de la communauté F1 pour ça, mais c'était vraiment un film aussi pour montrer Lewis Hamilton, c'est le GOAT. Et genre Max. Après, j'aime pas Max. Si ça peut me sauver quelque part, genre je suis vraiment pas fan, mais je pense qu'il y a un côté qui était là aussi pour faire plaisir aux fans de F1, c'est-à-dire que genre la course de fin typiquement, c'était Hamilton-Leclerc en tête. Enfin, je pense que ce sont ceux qui ont la plus grosse fanbase avec
Max, du coup. Vous l'aurez entendu ici, vous donnerez votre avis ou non. Et en termes de casting, on a déjà évoqué les deux protagonistes. Il y a aussi Javier Bardem, qui joue un peu le Didier Deschamps du film. Donc Javier Bardem, qui était l'ancien meilleur pote de Brad Pitt, qui maintenant est un peu le manager du truc. Donc je trouve que ça lui va bien. Qui est un grand acteur, Javier Bardem, qui a fait plein de rôles différents. Je trouve que ça lui va bien. Il a un peu la classe avec son costard en train d'engueuler et de motiver Brad Pitt. Je trouve que c'est un rôle qui marche assez bien. Je trouve que la chimie avec Brad Pitt marche bien. Les anciens qui essayent de manager la nouvelle génération, je trouve que ça fonctionne assez bien et que même Javier Bardem a sa petite évolution par rapport à sa relation avec Brad Pitt, où il est prêt à prendre des risques si jamais Brad Pitt fait trop de conneries entre guillemets par rapport au film. En fait c'est un peu ça, c'est que Brad Pitt c'est le cowboy solitaire, c'est le mec qui est prêt à... Je dois mourir dans cette caisse, je le fais. Ouais, c'est un peu ça, c'est toute sa vie, genre. Et il le dit en plus à la fin. Oui, il le dit clairement. Justement parce que c'est le mec qui est prêt à frôler la disqualification pour faire gagner son écurie entre guillemets. Est-ce que pour toi c'était réaliste un peu les séquences qu'on avait de Brad Pitt là qui... Non. Enfin, j'ai essayé d'imaginer, genre, j'ai réfléchi et je me suis dit mais il y a personne qui ferait ça, il y a aucun pilote qui veut piloter, genre qui veut courir ne ferait ça sans aucun prétexte, même pour... Après il était là pour faire remonter l'équipe, donc je me dis qu'il y a un petit peu de sens quand même, mais on va prendre la seule équipe à laquelle je pense, enfin il y a vraiment une différence d'âge, c'est Mercedes avec George Russell. D'ailleurs, je vais faire un point juste après, mais on a George Russell et Kimi. Donc Kimi c'est un rookie, c'est sa première année de F1. Il a 17 ans, je suis très mauvaise, je crois qu'il arrive en 2019. Il a 27 ans, donc il y a des années d'écart, mais jamais je verrais typiquement George faire ça pour aider rookies, aider Kimi à remonter en tête dans la course. Et en parlant de Mercedes, pour ceux qui savent, en ce moment il y a des négociations avec Toto Wolff et Max Verstappen pour le faire venir chez Mercedes. J'ai trouvé ça vraiment très drôle qu'à la fin du film, Toto aille voir le rookie de APX a beaucoup de potentiel et Toto Wolff l'a vu. Du coup, à la fin du film, il va le voir et il lui dit si jamais tu cherches un paquet, tu sais où appeler. Et je trouve que dans le contexte actuel avec George et Max, du coup, Max va peut-être remplacer George l'année prochaine, on ne sait pas. Je trouve ça très drôle cette petite note à la fin du film, voilà, c'était assez cocasse dans le contexte actuel. Surtout que Lewis Hamilton produit le film, je pense qu'il y a d'autres personnalités de la F1 qui doivent avoir leur mot à dire sur le film aussi. Bon, Brad Pitt produit aussi. Les avis des pilotes étaient assez mitigés quand même. Ils ont fait du coup l'avant-première à Monaco pendant le week-end du Grand Prix de Monaco, où Verstappen n'était pas venu. Tout le monde a dit ouais le film est bien. Après, il y a George Russell du coup qui a fait la différence entre les fans de F1 et les fans du film F1. Et je peux comprendre ce qu'il veut dire par là parce que le film on peut pas dire que c'est un mauvais film, c'est un bon film, j'ai pris plaisir à le regarder, c'était sympa, j'avais des frissons, des bonnes réactions, enfin j'étais dedans. Concrètement, c'est pas réaliste à l'univers de la F1, tout ce qui s'est passé dans les courses, c'est pas possible genre. Et la première course où il a genre 3-4 crashs, prend pas une seule amende alors que je pense que tout le monde a capté que c'était volontaire puisqu'ils le disent plus tard et ou qu'il a pas de points sur sa super licence ou... Enfin, tous ces trucs-là, genre ça n'existe pas et du coup ça enlève une part de réalisme au film. L'actrice Kerry Condon qui joue, du coup tu pourrais peut-être parler de la place de la femme dans la F1 parce que du coup c'est la directrice générale dans le film qui va avoir le rôle de la Love Interest de Brad Pitt. Donc déjà je suis contente de la voir avoir des rôles un peu plus importants parce qu'elle est là depuis la série Rome qui date d'il y a presque 20 ans, Kerry Condon. Donc je suis content de la voir dans des gros blockbusters et de devenir de plus en plus connue. Elle avait été nommée à un Oscar pour les Banshees de Inisherin, donc elle fait bien son rôle. Après c'est un rôle de personnage féminin de film d'années 80 quoi. Et donc tout en étant une femme forte et pas en étant juste la love interest, il y a aussi ce côté-là. C'est qu'il y a une relation de provocation entre les deux et donc il y a un tac au tac qui fait que il n'y a pas de non-respect, c'est juste qu'elle a un rôle assez classique dans le script en lui-même. S'il y a des filles qui sont fans de F1 et qui regardent la vidéo, peut-être qu'elles acquiesceront avec moi, c'est qu'on est souvent, on nous dit souvent que si on regarde la F1 c'est pour les pilotes, alors que, si je regardais un sport pour les sportifs, en soi, je n'aurais pas choisi la F1 déjà parce que passer 1h30 dans mon PC à regarder des voitures qui tournent avec des gens qui ont un casque. On a 3 rôles féminins, si je dis pas de bêtises, dont tu viens de parler, j'ai pas retenu le nom. Et on a une mécanicienne. La mécanicienne du pit stop et la mère de JP. Ouais. Bon, la maman, on va la mettre de côté parce que le rôle était bien, mais typiquement, on a la mécanicienne, elle est jeune. C'est une femme et c'est elle qui fait les erreurs, qui fait que la première course, ils ont craché, je crois. Il a eu un problème avec son pneu. Enfin, j'ai pas trop compris la scène du pistolet parce je vois pas ce qu'elle a apporté à part juste dénigrer une jeune mécanicienne en F1. On nous met une ingénieure principale féminine dans un film de Formule 1, c'est très bien. Mais le fait que ça se dragouille et qu'elle soit là en mode
non mais moi je ne mélange pas le pro et la vie privée. Et que 2 secondes plus tard ils sont en train de s'envoyer en l'air. J'ai trouvé ça. J'aurais juste aimé voir une première ingénieure vraiment carrée et pas qu'elle est là pour le pilote quoi. Enfin je sais pas comment. J'ai beaucoup de mal à formuler mes idées. Je pense qu'on comprend là où tu vas en venir dans ton argument. Et puis le film, comme on a dit, il y a tout ce côté-là. Et puis il y a le côté un peu années 80 qui est le buddy movie. C'est qu'on est sur 2 personnages qui au début peuvent pas se saquer. On va dire, et évidemment on devine la finalité de cette relation. Si on a fait un bilan avant de passer un peu en spoiler, est-ce que tu voudrais voir un F2 si jamais ils font une suite? Un F2, pourquoi pas, où on voit JP plus tard, mais je vous en supplie, laissez-nous un rôle féminin qui n'est pas un love interest, surtout dans le monde de la F1 où nous, en tant que femmes, on est vachement décrédibilisés pour ça, alors que la Formule 1 c'est vraiment un sport que moi j'adore. Regardez les free practice le vendredi. Voilà, j'ai pas pu regarder les qualifications aujourd'hui parce que du coup j'étais au cinéma, mais regarder les qualifs, c'est incroyable aussi. Les émotions qu'on peut ressentir pendant un Grand Prix, c'est tellement dingue. Et on est juste résumé à des personnes qui regardent le sport parce que, je sais pas, Carlos Sainz il est beau gosse quoi. Enfin, oui, il est beau, c'est un fait. On va pas lui enlever, mais c'est un très bon pilote. Comme Charles Leclerc, je crois que c'est lui qui nous cause le plus de tort en vrai, alors que c'est un super pilote qui malheureusement cette année n'a pas une bonne voiture. J'aimerais juste vraiment que s'il y a un F2, on ait ce droit à un rôle où la femme aime le sport et juste le sport. Ça me faisait penser que dans Top Gun Maverick, il y avait un personnage de Love Interest, mais il y avait aussi une pilote parmi le groupe de pilotes avec Tom Cruise. Donc je pense qu'il y avait peut-être une meilleure gestion de cet aspect-là du coup dans ce film-là pour le coup. C'est un très bon film technique, c'est un film qui est fait pour les salles de cinéma, que vous devez aller voir au cinéma si vous comptez aller le voir. Si vous êtes fan de la F1, je pense que ça peut être intéressant. Dans le positif comme dans le négatif, ça dépend de la vision de chacune et chacun, je dirais. Mais ça reste un film très très classique, très très prévisible et qui est surtout fait pour la technique parce que en termes de développement de personnages, il y en a, on développe nos 2 protagonistes. Mais ça reste un film qui reste quand même très très prévisible et assez simple dans les thématiques qu'il essaie de relever, notamment l'esprit d'équipe, tout bêtement. Donc pour moi c'est un film très très sympathique qui fait du bien dans le paysage cinématographique. On se tape que des trucs un peu dégueulasses en termes d'effets spéciaux, etc. Et là on voit quelque chose qui est très professionnel et très bien fait dans ce côté-là. Donc F1, peut-être le titre le plus court de l'histoire du cinéma, pourquoi pas. Et donc, spoilons. Donc, moi, je voulais revenir un peu sur le côté cow-boy de Brad Pitt. Vraiment, Brad Pitt, c'est littéralement ça, c'est le cow-boy. C'est le mec qui revient, il dit pas grand-chose, il répond pas trop dans les conférences de presse, il dit ouais. C'est un mec qui pose ses coronets, c'est que lui, il fait tout comme il veut, genre. C'est qu'il dit rien à personne et il commence à amorcer son plan pendant la course. Et c'est là que les gens doivent deviner eux-mêmes que merde, c'était ça qu'il avait en tête. Après, j'aime bien le fait que Brad Pitt, pendant tout le film, lui, il veut pas gagner, il veut essayer de faire gagner JP du coup. Donc ça je trouve que c'est intéressant parce que Brad Pitt, on aurait pu imaginer le schéma inverse. Et au final, dans ce schéma-là, il essaie de faire gagner JP pendant tout le film. Et au final, c'est lui qui gagne quand même. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui fait ça que pour les sensations, il fait pas ça pour les lauréats en fait. Il fait ça pour vivre la chose. Il y a tout un moment où on te dit que il y a un moment où il se sent flotté et donc il vit que l'instant. Et c'est à ce moment-là dans le film que c'est aussi ça, c'est comme ils ont des casques, on a des gros focus sur le regard des personnages. Et bien c'est à ce moment-là que du coup là il gagne la course et que c'est lui qui gagne, alors que lui il voulait pas gagner, justement il donne la coupe à Javier Bardem et il la garde pas. Parce qu'en plus il dit que c'est un peu porte-malheur de la touche, etc. Il disait ça au début du film aussi. Donc et à la fin c'est vraiment, il se barre vraiment comme un cow-boy, c'est que lui il va pas profiter de la fête, il va partir vers d'autres horizons et apprendre et rouler ailleurs au Sahara où il veut, juste parce qu'il kiffe faire ça quoi. Donc la toute première scène du film, on est assis, on voit juste des vagues et un crash de Formule 1. Donc on sait que c'est le sien, on l'apprend plus tard dans le film. Et on revoit la scène à un moment. Je pense que quand tu as un accident comme ça et que tu manques de mourir, tu fais attention et tout ça. Et je comprends pas pourquoi ce mec va volontairement se jeter dans les panneaux, faire des accidents, etc. Je comprends pour la logique du film et la ribambelle de safety car, mais je trouvais ça pas logique et très peu réaliste. Sur ce point de vue-là, c'était pas cohérent pour moi. Surtout que c'est un personnage qui semble vraiment se rapprocher de la mort, entre guillemets, c'est qu'il n'y a que ça qui le retient, on sait qu'il a une vie difficile, tous ses mariages ont foiré, ses divorces, etc., ses ex, etc. Donc c'est un personnage, il repose que sur ça, on va dire, et en plus il joue avec la mort tout le film, c'est qu'il fait des tirages de cartes, et justement il y a une scène de poker qui est consciemment donné pour faire rabibocher son partenaire du coup, et ça on voit qu'il tire des cartes à chaque fois pour la chance, et à la fin il ne montre pas la carte qu'il a tirée, mais on suppose qu'il a survécu parce qu'il a bien tiré, entre guillemets. Donc il y a tous ces là de Brad Pitt qui a un peu une présence un peu fantomatique en fait, c'est vraiment le cow-boy, c'est vraiment le Clint Eastwood dans un film de F1, c'est un peu ces là.
Et c'est un personnage qui lui aussi est arrogant dans un sens, c'est que c'est un personnage qui connaît les règles, qui sait les faire, mais qui a jamais réussi qui a jamais eu la victoire qu'il méritait d'avoir parce qu'il a été jeune, il a été arrogant comme le personnage de Damson Idris, qui lui va apprendre à mûrir grâce à Brad Pitt, qui va lui donner des leçons qu'il lui va appliquer plus tard. Donc il y a toute cette critique qui fait bien sûr très moderne, que Tom Cruise aussi aime bien appliquer dans ses films, sur les réseaux sociaux, faut se donner une bonne image, peu importe la situation, faire des sourires, les caméras, la presse, le portable, etc. Ouais. Et en vrai, ça me fait penser à une citation de Denzel Washington qui disait à un jeune acteur, à l'acteur Michael B. Jordan, que en vrai, arrête d'être sur les réseaux sociaux parce que les gens, quand ils vont te voir au cinéma, ils viennent pour toi, tu vois. Et si tu es trop présent dans les réseaux sociaux, il n'y a plus cette dimension de spécial, d'iconisation si on te voit déjà tout le temps dans les réseaux sociaux et en plus on te voit au cinéma. On te voit au cinéma parce qu'on te voit rarement ailleurs, tu vois. Et là, on a envie de te voir. Et je trouve qu'il y a un peu ce côté-là avec Brad Pitt. La relation, il n'y a pas eu de cassure en fait, linéaire, parce que c'était pas vraiment droit, mais genre, elle a un peu courbé, puis après elle est partie comme ça. Il n'y a pas eu de tac, et après c'est reparti. Salut le vieux, salut le pan. Ils se fritent parce qu'ils sont pas vraiment battus. Et après, ils font les recherches l'un sur l'autre. Parle-moi du gamin. Lui, il regarde l'accident qu'il a eu sur le Grand Prix d'Espagne. Et d'un coup, et quand il a son accident parce qu'il l'a pas écouté, il se dit et si je faisais comme lui. Il se voit un peu en lui, quoi. C'est un peu erreur. Surtout que c'est ça, surtout qu'on fait un peu. À un moment donné, il y a un montage qui m'a un peu fait penser à Rocky 4 où t'as Rocky qui lui s'entraîne pour la boxe juste en faisant des tractions avec des bonnes techniques humaines, manuelles. Et t'as son antagoniste qui lui va s'entraîner avec des simulations, des trucs un peu plus technologiques. Et ça, on fait cette opposition-là avec Brad Pitt dans cette scène où lui il fait que des tractions, il s'entraîne à l'ancienne. Et t'as lui qui utilise des simulations, qui a des capteurs cardiaques partout quand il s'exerce, etc. Où il est constamment surveillé par son manager, etc. Donc je trouve qu'il y a une opposition un peu entre ces deux personnages-là qui est intéressante et j'ai bien aimé le fait qu'au final, Brad Pitt il va quand même lui aussi utiliser la simulation. Donc il n'y a pas juste une critique de la technologie entre guillemets, que les vieux c'était mieux avant. C'est qu'au final les deux personnages vont s'apporter l'un à l'autre. C'est que Brad Pitt va utiliser la simulation à un moment donné et lui va commencer à utiliser un peu les méthodes de course de Brad Pitt et tout aussi. Donc je trouve que le film arrive à respecter la nouvelle génération et l'ancienne. C'est pas non plus un coup de le vieux est trop fort, même si c'est un film avec Brad Pitt c'est lui qui gagne à la fin, tu vois. Même si c'est un Brad Pitt qui est assez humble et qui veut pas assumer sa victoire. Tu vois, J'aurais aimé voir JP gagner moi personnellement, mais ils ont décidé de pas le faire donc. C'est vrai que moi je sais pas trop quoi en penser. En fait ils ont fait il a fait tomber Hamilton et maintenant ils ont niqué tous les plus forts et donc il restait plus que Brad Pitt. Genre, vraiment, surtout qu'en plus, je sais pas. Mais... Surtout que tu as eu tout le passage où tu as JP qui a eu son accident justement, où tout se passait bien sur la stratégie de Brad Pitt, mais lui il était par son arrogance et tout, il voulait passer sur ce créneau là directement. Et c'est là qu'il a vu son accident où Brad Pitt le sauve, etc. Il y a toute une section du film où Brad Pitt, ça se passe bien quand il n'est pas là, JP. Du coup, c'est vrai qu'il y a une sorte de dynamique qui est assez intéressante. On voit que tu en as un qui va prendre l'ascendant sur l'autre, etc. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Puis tu avais aussi le personnage du mec de l'administration qui est un peu le méchant du film. C'est lui qui avait fait les papiers falsifiés à un moment donné, qui essaye de recruter Brad Pitt. Ah mais c'est ça, ce mec-là, genre dans toutes les séries que je vois, il a un rôle soit de con, mais genre vraiment... Il jouait dans The Crown, lui. Dans Game of Thrones. Et dans Game of Thrones aussi, ouais. Donc, et là il arrive, je suis le méchant. Il joue que des méchants, Tobias Menzies, je crois qu'il s'appelle. Mais non, lui il joue que des méchants, même c'est marrant parce que du coup lui il est censé être favorable à Brad Pitt pendant toute la course de fin et on voit en cachette il essaie de faire genre que non il est contre, tu vois. Donc il y a ça qui est marrant aussi dans leur alchimie qui marche bien. À la fin du film vraiment j'ai vraiment cru parce qu'en vrai on a posé la question au réalisateur si tu ferais une suite tu ferais quoi genre. Malheureusement, je pense que ce serait plus une suite focus sur Brad Pitt parce que il faut savoir que Tom Cruise, il a fait un film de course dans les années 80 qui s'appelait Jour de tonnerre, que je n'ai pas vu, il faudrait que je vois peut-être ça. J'ai un peu la flemme. Et en gros, il a dit qu'en vrai, si jamais je fais une suite où je réunis Brad Pitt et Tom Cruise, parce que ça parle un peu de les réunir, parce que c'est les deux acteurs qui ont joué ensemble, qui n'ont pas joué ensemble depuis genre 30 ans, et qui sont de la même génération. Et en vrai, il imagine peut-être fusionner une suite, parce qu'en vrai, c'est confirmé, il y aura une suite de Jour de tonnerre qui sera un film de course du coup, avec Tom Cruise qui va arriver. Peut-être fusionner ce film-là avec une suite à F1. Et peut-être genre faire un duel entre Tom Cruise et Brad Pitt. En vrai... Non, en vrai non. Déjà que je trouve que ce film-là, il n'a pas grand-chose à raconter en tant que tel. Tu vois, c'est vraiment le côté formel et le côté technique qui fait que ça prend le dessus. Et puis en vrai, j'ai trouvé le film plutôt drôle, en vrai. Non, le film c'était assez marrant. Il y a des dialogues, il y avait des jeux de montage où bien sûr il y avait beaucoup d'engueulades ou des tac au tac où des personnages qui se taclent et le montage va passer vite de l'un à l'autre, etc. Donc il y a des moments qui marchaient bien dans l'humour et dans les situations, même les personnages qui sont surpris de ce que Brad Pitt fout aussi. Donc il y a la rivalité entre les différentes écuries, etc. Donc
Je trouve que le film est plutôt drôle aussi. Je trouve qu'en fait, moi je suis pris dans le délire années 80, ça m'a fait rire parce qu'il y avait ces petits points d'humour. Il y avait Brad Pitt qui faisait des conneries, il y avait une relation amoureuse classique et prévisible, et il y avait le fait que le film soit prévisible de base et qu'on sait plus comment ça va se passer. Donc en vrai, ça m'a globalement assez fait marrer. J'étais dedans avec l'expérience 4DX. Ce qui fait que j'ai réussi à faire abstraction un peu des facilités du film, même si je sais très bien qu'il en a, quoi, on va dire. Donc. Je pense que vraiment, George Russell a vraiment très bien expliqué ça. Il y aura les fans de Formule 1 et les fans du film Ouais, F1. c'est ça, hein. Si on aime la Formule 1, on va pas détester le film. Voilà, je l'ai déjà dit, j'ai bien aimé le film, il était sympa à regarder, etc. Mais il y a beaucoup trop de choses qui sont... En fait, faut pas s'attendre à un film qui colle vraiment à l'univers de la F1. Dans le sens où il y a vraiment beaucoup de manque de réalisme. Genre typiquement, dans les premières courses, c'est Sonny Hayes, du coup, le personnage de Brad Pitt, qui donne les ordres à l'équipe, genre qui dit on fait ce plan-là, ce plan-là. Ça, dans le monde de la F1, ça n'arrive pas, ou alors le pilote le suggère, c'est demandé, etc. Et oui, des fois, il y a des pilotes qui pètent des plombs, genre comme la fois où Hamilton, je sais plus c'était quel Grand Prix cette année, il a pété un plomb contre l'équipe de Ferrari en disant prenez une tasse de thé pendant que vous en discutez, genre ça c'était marrant. Je pense que c'est un film que tout le monde peut voir, fan de F1 ou pas, mais que si on est fan de Formule 1, on ne sera pas transporté, voilà. C'est sympa à voir. Les courses fonctionnent bien et on arrive à ne pas s'ennuyer parce que je trouve qu'il y a un jeu de timing qui marche bien, c'est qu'on voit que tout se joue sur le temps. En ce moment, c'est que, lui, le temps, c'est là qu'on voit à quel point les temps de pause où ils remettent les roues, etc., les pneus, etc., ça prend tellement peu de temps et qu'il faut profiter des ouvertures pour les prendre en compte. Et donc, tu vois, limite, t'as Brad Pitt qui fait des maths pendant tout le film, quoi. En final, en essayant de trouver les brèches pour que Damson Idris, du coup, JP puisse gagner. Donc, je trouve que dans les courses, ça marchait bien ce côté timing où on voit que chaque seconde compte et le montage arrive à te montrer le dynamisme d'à quel point chaque dixième est important pour potentiellement gagner. Genre, donc c'était un point que je trouvais intéressant. Le pit stop de 11 secondes, hein. Ouais. Genre, quand il s'est arrêté parce qu'il voulait des pneus, il voulait des softs et qu'ils lui ont mis des durs. Il était là-bas, je bouge pas, genre. Il boude un peu, Brad Pitt. Mais ça, c'est surréaliste. Hein. C'est vraiment suspension d'incrédulité. Tu vois, c'est cinéma, c'est du cinéma. Tu vois, c'est de la fiction. Donc il y a vraiment ce côté-là à prendre en compte. Et si vous êtes accru à la F1, déjà c'est un film qui a été produit par des mecs de la F1 et qui est fait pour faire la promotion de la F1. Même la photo du film, le film est très très clean, même très limite lisse dans un sens, c'est que déjà on suit une équipe qui est habillée en blanc, avec des bureaux blancs qui brillent, magnifiques, shiny, etc. Ouais. Donc on est sur un visuel qui iconise beaucoup les véhicules, l'univers de la F1 avec des très beaux véhicules. Il y a pas un truc un peu crado dans le film. Tu vois, c'est vraiment un film commercial dans ce sens-là qui fait que le film est très très clean dans son visuel et qu'il est fait pour promouvoir la F1. Mais aussi c'est du cinéma, donc ils osent de faire des scènes qu'on pourrait pas voir dans la F1. Pour proposer quelque chose qui puisse changer en termes d'expérience aussi, j'imagine. Ouais, mais du coup, d'un côté, peut-être que ça ramènera, j'ai peur que ça ramène pas des faux fans de F1, je peux pas dire ça, mais des fans des gens qui ont kiffé le film et qui vont se dire, tiens, je vais regarder le Grand Prix d'Autriche qui est à demain. Et en fait, ils vont voir que ce qui se passe dans un Grand Prix, c'est absolument pas ce qui s'est passé dans le film. Ils vont être déçus et ça peut être à double tranchant en fait. Ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, on sait pas, on verra. Je pense que le film sera un succès en tout cas. Et je pense qu'il a marché, à voir s'il y aura une suite ou pas. En vrai, c'est pas nécessaire, c'est un film qui se suffit complètement à lui-même. Il n'y a pas besoin. Et de toute façon, je pense que les pilotes, ils ne voudront pas. Enfin, je te l'ai dit, il y avait vraiment des avis assez mitigés chez les pilotes. Il y en a qui l'ont trouvé bien, d'autres qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté. Typiquement, Carlos Sainz, il n'a pas aimé le film et il l'a dit à l'avant-première de New York. Il y avait beaucoup d'avis divergents et en fait, ça dépend des gens. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend des interprétations. C'est un mec qui connaît rien, il peut kiffer sa race. Et des mecs de la F1, ils peuvent pointer des choses qui font que c'est un film, mais il y a des points où je trouve que ça va trop loin pour que j'arrive à le prendre au sérieux, entre guillemets. Quoi. Donc, je pense que c'est assez ambigu dans ce côté-là, ce qui fait que le bilan est plutôt plus, mais peut-être. En tout cas, moi, ce serait ça. C'est positif, c'est très bien, ça fait du bien au paysage actuel, dans le paysage cinématographique. Après, dans l'environnement de la F1, par rapport à ton point de vue, c'est peut-être plus mitigé dans un sens. Mais en termes d'histoire filmique, ça reste très très simple et très très simplet. On peut faire des choses simples et pas simplées. En vrai, c'est un peu là-dedans, c'est que ça reste divertissant, ça reste très bien fait. Mais ça reste quelque chose de très très technique en fait. Donc, ce qui fait que c'est un film très très sympa, mais pour moi ce ne sera pas un grand film et je trouve que ça reprend beaucoup trop les lignes narratives de Top Gun Maverick aussi dans la structure aussi. Donc, après à tous les coups ils peuvent faire une suite où ils ramènent juste le personnage de Brad Pitt qui fait une autre course. Parce qu'en vrai Brad Pitt à tous les coups il fait plus la F1 dans le film, il laisse toute la gloire à Damson Idris à la fin. Ouais, mais donc à tous les coups ce sera juste Tom Cruise contre Brad Pitt dans une autre situation. Non mais le moment où il s'en va, il faut genre... Non, il s'en va en mode cow-boy, je quitte le truc et tout. Tu vas où? Quelque part. Ouais. Où?
j'ai l'autre chat à fouetter. Il va jamais dire où il va. Je te garde à l'œil. C'est tellement old school. Et à la fin, JP qui est comme ça. Ouais. C'était tellement cringe. Surtout que JP, ça me fume que quand il est direct, dès qu'il est dans le camp de Brad Pitt, quand Brad Pitt y revient et tout, il est tout sourire et tout, alors qu'avant il le clashait. Donc je trouve que, comme on l'a dit, je trouve que la transition entre les deux était un petit peu violente. Ah, attends, il n'y a pas eu de transition. Ouais, juste il parle à sa mère et ensuite il fait ouais, il a peut-être raison et tout, et boum. C'est vrai, ils ont pas tant d'interaction que ça, c'est quand même plus des collègues que des potes, hein, tu vois. Mais... Vraiment. Hein. Et on sent qu'il y a cette scène du bar que je trouve intéressante, qui provoque un peu leur point de vue, qui est plutôt intéressante de poker. Donc ouais. Ouais, et puis la. Pardon, j'ai juste. Après, il y a la deuxième partie. Et qu'elle s'en vante en plus, c'est ça le pire, genre. Ouais. Après qu'ils aient fait leur bagatelle, disons, ils se retrouvent sur le balcon et Brad Pitt demande est-ce que c'était l'idée du boss? Et la meuf, elle répond seulement la première partie. Ouais. Toute fière d'elle, et oh mon Dieu, mais pourquoi? Non, je trouvais ça marrant cette séquence du balcon parce que ça me faisait penser Brad Pitt, on sait rien de lui, il a des petits traumas, des petits flashs et tout, et il fait juste des choix un peu discutables. Et là, quand il commence à dévoiler un peu ses motivations et pourquoi il fait ça dans la scène du balcon, je fais ah putain, c'est vrai que enfin on a un personnage développé, tu vois. C'est vrai que Brad Pitt, c'est vraiment un film qui mise beaucoup sur son charisme, et au moins l'avantage de cette scène-là où il se confie à quelqu'un qui est du proche entre guillemets, littéralement. Ça lui permet enfin de se développer, c'est que les personnages sont assez traités de façon façade. C'est pas que c'est subtil, mais c'est très simple, quoi. Ce qui fait que oui, même en termes de développement de personnages, c'est très cohérent, très classique, hein. Le rabibochage, buddy movie, un peu ce délire-là. Mais voilà, ça reste très très simple et très très prévisible, et ça reste développé, on mise tout sur la technique, c'est qu'on a quand même beaucoup de courses, hein. Le film est assez généreux. Ça c'était un truc que j'ai bien aimé. Ouais. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de blabla, de on n'a pas tant que d'ailleurs, ça. je suis pas sûre, mais je crois que le QG de Apex, c'était le QG McLaren. Ok. Il me semble que c'est celui-là. Je suis pas sûre, j'espère que je dis pas de conneries. Mais j'ai trouvé ça assez sympa comme clin d'œil pour une équipe qui est du coup anglaise, je crois. Je pense qu'on vous a plus qu'assez bien donné notre avis sur ce fameux film F1, donc blockbuster de ce mois de juin. Écoutez, merci Juliane pour ta présence. J'espère que tu as apprécié le film, on en a déjà parlé, mais du coup cette petite avis à chaud. C'était sympa. Et puis en plus, en sortant du cinéma, j'ai vu que Lando avait la pole position pour demain. Donc j'espère que ce sera une nouvelle victoire pour McLaren demain. La vidéo sortira après. Bien après, donc on... Est-ce que je peux faire des pronostics comme ça, je verrai quand elle sortira? Ouais, vas-y. Alors, pronostic réaliste. On va mettre Lando en pole, George Russell en deuxième et Oscar en troisième. Et pour moi, mon podium idéal, ce serait du coup Oscar, Russell et Lando. Voilà. Donc on verra quand ça sortira si j'avais raison ou pas. Écoutez, on verra dans le futur qui sera votre présent si Juliane a eu raison. Et puis en tout cas, merci pour ton expertise, on va dire. Et puis ça change un peu des points de vue que j'ai. C'est toujours moi le connaisseur un peu dans ces trucs-là. Donc c'est super. Dans le montage, il va falloir que je retrouve chaque tête et tout. Par contre, ça va être marrant. Donc en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire ou likez la vidéo si vous avez kiffé. Et puis merci Juliane encore. Et puis au final, ciao.